bonjour à tous. Alors, je vais vous parler effectivement de la collaboration entre l'université et les écoles. Alors, à la fois, effectivement, pour avoir vu plusieurs dispositifs fonctionner de cette manière, et puis aussi à la fois en tant que... c'est pas assez fort, c'est pas assez... Je ne sais pas. Est-ce Ça que va? vous entendez bien? Très bien. Okay. Et puis aussi en tant que praticienne de ce dispositif, puisque je vais en profiter pour présenter finalement, ouvrir la fenêtre de laquelle je parle. Donc je suis responsable d'un laboratoire qui est un laboratoire mixte. Mixte pour plusieurs raisons. Alors c'est un laboratoire de neurosciences éducatives, mixte parce qu'à l'intérieur de ce laboratoire, il y a des chercheurs, mais qui ne sont pas tous des chercheurs scientifiques, neuroscientifiques. On a des biologistes, des neurobiologistes, on a un neurologue, mais on a aussi d'autres chercheurs, puisque finalement le cerveau intéresse beaucoup, et il n'y a pas de raison que lorsque l'on associe le cerveau, la recherche neuroscientifique et l'éducation, on ne fasse intervenir que des chercheurs neuroscientifiques. Il y a d'autres regards sur le cerveau et il est important qu'on travaille tous ensemble. Laboratoire mixte aussi parce que dans ce laboratoire se trouvent des enseignants, je viens de le dire, qui sont chercheurs, et d'autres qui ne sont pas des chercheurs, qui sont des enseignants de la maternelle au supérieur et qui travaillent avec nous, avec une égalité de parole, avec une égalité de créativité, de construction d'outils. Et voilà, l'enseignant de maternelle n'a pas moins de choses à dire que le chercheur en neurobiologie. C'est seulement une autre manière de voir l'enfant, puisqu'il ne le côtoie pas de la même manière et il ne travaille pas avec lui de la même manière. Alors, peut-être un petit rappel, mais ça va durer juste quelques secondes, sur ce qu'on appelle les neurosciences. Alors, la discipline neurosciences, c'est un concept un peu parapluie, comme disent les anglophones, comprend à la fois l'étude du système nerveux, tant dans l'aspect moléculaire ou cellulaire, jusqu'au comportement d'apprentissage. Ça veut dire que travaillent sur le cerveau à la fois des gens comme Stanislas Dehaene qui vont travailler sur le neurone de la lecture, et donc d'autres professionnels jusqu'à l'accompagnement de petits bouts de chou au CP qui vont arriver à l'âge de 6 ans et qui vont commencer à lire, ou avant, qui vont commencer à lire et qui vont avoir des problèmes ou pas. Donc toutes ces personnes qui travaillent autour du cerveau, de l'aspect moléculaire jusqu'au comportement d'apprentissage, sont des neuroscientifiques. Donc ça regroupe énormément de professions différentes, des médecins, des biologistes bien sûr, mais aussi des enseignants, des informaticiens, des chimistes. Alors, pour des raisons variées, mais comme le temps est raccourci, je ne vais pas insister sur ces professionnels. Alors voilà, j'ai essayé de vous faire de représenter en image ce que l'on fait aux graines. Donc nous travaillons avec les résultats des IRM en particulier, et nous essayons d'en faire de la transposition didactique et pédagogique. Mais nous ne le faisons pas seulement au sein du laboratoire. Les membres du GREN, le laboratoire s'appelle le GREN, il y a à peu près 40 personnes, les membres du GREN travaillent avec les établissements pour ces transpositions didactiques. Nous ne faisons pas de transposition didactique ou pédagogique sans les enseignants. Alors pourquoi développer un partenariat entre les universités et les écoles pour la recherche en neurosciences de l'éducation? Alors neurosciences de l'éducation, alors certains disent neuroéducation, c'est vrai qu'à l'université on préfère le terme de neuroéducation parce que c'est le terme qu'on utilise en général dans le monde quand on parle de neurosciences éducatives. Alors pourquoi? À cause de ça. Pour beaucoup, alors ce n'est pas la seule préoccupation bien sûr, mais surtout à cause de ça. Parce que le cerveau intéresse, il y a une passion, une espèce de neuromania pour les neurosciences, et on fait dire beaucoup de choses aux neurosciences. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler de neurosciences à la radio, puis des choses très très différentes. Je ne sais pas si vous avez entendu la tête au carré mercredi, pas ce mercredi, le mercredi avant. Alors moi, c'est des choses qui me donnent des boutons, mais voilà, autant on peut faire dire à quelqu'un qui est venu que finalement l'intelligence n'évolue pas, qu'on a un QI, on est avec ou pas avec, bonne pioche, mauvaise pioche, et que ça va durer toute la vie, que ça n'évoluera pas. Et puis l'autre personne qui disait, mais au contraire, aujourd'hui avec ce qu'on sait de la plasticité cérébrale, les choses évoluent. Alors voilà, comment faire le tri? Je lisais aussi dernièrement un article d'une revue très très sérieuse, que je ne lirai pas, qui disait que finalement le QI des Suédois était en baisse par rapport au QI international et qu'ils avaient sérieusement de quoi s'inquiéter. Donc voilà. Comment finalement savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? C'est voilà, au moins une des raisons qui font que la collaboration entre ceux qui travaillent sur le cerveau, avec le cerveau, c'est-à-dire les enseignants, et ceux qui travaillent sur la connaissance du cerveau dans l'aspect plus fondamental, doivent travailler ensemble. Alors,
La toute première chose, accompagner les établissements scolaires me semble important pour cette première raison, mais vous l'avez saisi, concernant la sursimplification des contenus scientifiques. On fait dire beaucoup de choses aux neurosciences et on fait dire beaucoup de choses qui sont fausses. Et par là même, on crée des nouveaux neuromythes, les anciens étant déjà bien assez puissants. Un neuromythe, c'est quelque chose qui a eu de l'importance scientifiquement il y a certaines années, il y a longtemps de cela, mais qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Le fait, par exemple, de dire, eh bien voilà, le QI, si on dit que le QI des Suédois est en baisse, on laisse supposer que ce QI suédois, si c'est par rapport au QI international, qu'il y aurait un QI international. Ce n'est pas juste, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister un QI international. Donc ça laisse des fantasmes ou des représentations qui ne sont pas réelles. Glisser vers un regard trop scientifique de l'apprentissage. Les neurosciences n'ont pas l'objectif de rendre l'apprentissage scientifique. C'est juste un apport de connaissances enrichies sur l'être humain, sur son fonctionnement, et puis sur des thématiques qui, lorsqu'on a mis pour les premières fois un cerveau dans un IRM, on s'est rendu compte qu'on s'était beaucoup trompé. La mémoire n'est pas ce qu'on imagine, le système attentionnel n'est pas ce qu'on imagine, l'attention non plus. Et maintenant qu'on en sait un petit peu plus, comment est-ce que l'on peut collaborer à la fois avec les enseignants et à la fois avec les élèves pour que, peut-être pour atteindre cette autonomie dont on a parlé ce matin, en tout cas pour qu'ils puissent prendre en considération leur spécificité, leur unicité pour entrer dans le monde de la... alors quand je parle de le monde de la formation, dans le sens de l'apprentissage tout au long de la vie, bien sûr, puisqu'on n'arrête pas d'apprendre quand on est sorti de l'école, bien au contraire. Et puis aussi une école victime d'une forme de neuromarketing. L'école n'est pas la seule victime du neuromarketing, c'est vrai aussi dans les hôpitaux et dans les entreprises, c'est vrai aussi de l'autre côté de la planète, que ce soit en Amérique du Nord où je suis allée ou en Amérique du Sud. Et il y a évidemment des gens qui se saisissent de ce créneau de neurosciences pour proposer des choses un peu clés en main. Et le cerveau ne peut pas, les recherches sur le cerveau ne peuvent pas se satisfaire de méthodes clés en main. Déjà le mot méthode qui résonne fort pour les enseignants, bien évidemment, les neurosciences ne peuvent pas relever de la méthode. On ne peut pas proposer aux enseignants des 10 séances clés en main avec l'idée que l'on va régler un certain nombre de choses. Ça contribue au côté un peu magique des neurosciences qui n'a pas de sens. Donc cette première collaboration est importante dans ce tri justement pour l'information pertinente ou non pertinente concernant l'école. Et c'est important aussi de dire qu'entre ce tri de l'information importante ou non importante, je disais évidemment que les neurosciences ne sont pas une méthode, mais les neurosciences n'ont pas non plus à dicter aux enseignants ce qu'ils ont à faire. Les enseignants savent bien ce qu'ils ont à faire. Le rôle de la recherche n'est pas de dicter des pratiques aux enseignants, mais de travailler avec les enseignants pour leur expliquer qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses sur le cerveau qui ne sont pas justes. Et comme je le disais tout à l'heure, comment pouvons-nous contribuer ou travailler ensemble pour modifier les choses. Comment engager la communauté scientifique aussi à lutter contre cette vulgarisation, puisque autant peut-être dans le monde de l'éducation, on est un petit peu plus au fait de ce neuromarketing. Dans le domaine de la science, je crois qu'ils ne se rendent pas compte non plus comment les propos peuvent être modifiés, déjoués, parce que ce sont deux mondes qui ne se rencontrent pas encore. Et du côté des enseignants, justement, comment les inviter, vous inviter à ne pas être la cible de vendeurs de poudre de perlimpinpin. Donc les connaissances neuroscientifiques nécessitent une formation de haut vol. Ça ne veut pas dire que les enseignants vont tous devoir se former en neurobiologie, mais par contre, les neurobiologistes, les biologistes ou les cognitivistes doivent travailler avec les enseignants, bien sûr. Alors, 3 mots qui me semblent importants pour cette petite intervention. La collaboration, la coopération et la co-construction. Collaboration pour se nourrir de la compétence de chacun, et la compétence de chacun, c'est à la fois la compétence des enseignants et la compétence des neuroscientifiques. Coopérer de manière égalitaire, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a son mot à dire. Et je vais insister sur ce que disait M. Bisson tout à l'heure par rapport à ce qui se passe dans une classe, qui est bien étrange dans le monde de la science, du monde des laboratoires. Et la co-construction de l'école de demain, puisque, en tout cas, c'est le sens du labo, même si le labo a volontairement été mis dans une faculté d'éducation, et je trouve que c'est très bien que ce soit le cas, même si au départ on s'est un petit peu disputé, puisqu'il y avait le mot neurosciences, alors on dit neurosciences, il faut que ça soit dans les sciences, neurosciences, il faut que ce soit
voilà, dans le domaine de la médecine. Et nous, on disait non, le laboratoire de neurosciences éducatives a sa place dans le monde de l'éducation, puisque c'est là, finalement, qu'il y a la croisée de toutes les disciplines, et à la fois des disciplines de sciences humaines. Et c'est très nouveau, finalement, que la science dite dure, mais qui n'est voilà, qui n'est plus un terme approprié, puisse entrer dans le monde des sciences humaines. Et donc le labo, si notre spot est celui de neurosciences, n'a qu'un seul objectif, c'est celui de créer l'école de demain. Alors, n'oublions pas que ce travail sur les neurosciences, vous le saviez, je crois qu'il a été invité il y a maintenant peut-être deux rencontres d'innovation. Bruno Della Chiesa, qui travaillait à l'époque à l'OCDE et qui, lui, a été à l'origine du projet Cerveau, qui était constitué en 3 phases. Première phase, il s'agissait pour lui d'aller cartographier dans le monde entier tous les neuroscientifiques qui pouvaient parler, qui pouvaient s'adresser, ou du moins dont les recherches pouvaient intéresser les neurosciences. Première phase. La deuxième phase du cerveau a été de décrire cet ouvrage avec tous les neuroscientifiques du monde entier appartenant à l'OCDE. C'est téléchargeable sur Internet. Il est publié en 23 langues. Et la troisième phase du cerveau était évidemment de privilégier le travail de coopération entre les enseignants et les universitaires. Alors là, ça a bloqué, mais ça a bloqué dans tous les pays du monde, peut-être parce que c'est trop tôt. Et peut-être qu'on ne savait pas suffisamment de choses intéressantes, enfin dans le sens où pas suffisamment de choses qui pouvaient faire partir la communauté éducative sans crainte par rapport à des contenus qui étaient encore à l'époque un peu trop scientifiques. Aujourd'hui, on s'y prend différemment. Alors, puisque je parle de coopération entre l'université et l'école, peut-être rappeler le rôle de la recherche qui est, je crois aussi, celui de l'éducation. Se poser des questions qui sortent des sentiers battus, anticiper l'avenir, et là je trouve qu'on se retrouve tout à fait entre le monde de la recherche neuroscientifique et celui de l'école. Maîtriser les paramètres qui constituent l'organisation d'une recherche expérimentale. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Sylvain Connac, et tout à l'heure aussi avec M. Bisson. C'est de dire que lorsqu'on fait une expérience, ce pourquoi on mène l'expérience et les résultats d'expérience sont liés évidemment à l'expérience, mais il y a des tas de paramètres qu'on ignore et qu'on ignore encore plus quand il s'agit d'accompagner des êtres humains. L'humanité est un mystère et on ne peut évidemment pas maîtriser tout ce qui caractérise chacun d'entre nous. Donc il y a toujours une part d'ignorance. Rendre transférables les résultats pour que d'autres structures puissent se nourrir des résultats. Ça veut dire que tout ce que l'on fait, d'ailleurs c'est l'objectif d'une journée comme aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui a du sens parce qu'il y a énormément d'innovations dans plein d'écoles qui font part finalement de leurs travaux, et c'est extrêmement intéressant. C'est même complètement indispensable parce qu'on ne sait pas, on n'imagine pas la richesse de ce qui peut se passer dans les établissements scolaires. Il n'empêche qu'il est très important, évidemment, peut-être d'aller encore un petit peu plus loin, puis de publier. C'est l'objectif de la recherche. Favoriser l'intelligence collective, puisque je le disais tout à l'heure, on n'apprend pas en sortant de l'école, ni en sortant de l'université, mais on apprendra tout au long de sa vie. Et donc peut-être dans cette logique d'apprentissage. Donc ce sont le rôle de la recherche et qui à mon avis, doivent se travailler en lien avec l'école. Alors, pour être un petit peu concrète, puis pour pouvoir continuer, ce que l'on fait avec les établissements scolaires, à la demande des établissements scolaires, donc ce sont des protocoles d'accompagnement sur 3 années, et donc on travaille avec eux comme si ils faisaient, comme si ils étaient partie prenante, comme s'ils étaient thésards, mais ils ne sont pas thésards. Mais ça veut dire qu'on va travailler avec l'établissement selon le même protocole scientifique qu'on applique dans les laboratoires. C'est-à-dire que, évidemment, le choix d'un thème à travailler, que l'on choisit avec les enseignants, ce que l'on a souhaité faire, ce n'est pas de former les enseignants, mais de les inviter à lire et à se documenter pour qu'ensemble, on puisse saisir ce qu'ils comprennent ou qu'on puisse saisir ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est un moment qui est un petit peu compliqué parce que la lecture n'est pas toujours facile, mais c'est un moment de pur bonheur parce que les enseignants prennent conscience d'énormément de choses qui leur échappaient totalement parce qu'évidemment ça n'est pas partie de leur formation. Et à partir du moment où on est à peu près sûr que le maximum de choses est connu sur le sujet, eh bien on travaille avec eux la mise en place du protocole qui va durer 1 année,
et avec cette troisième année qui est une année d'analyse des résultats, de discussion et de conclusion avec une publication dans des revues pédagogiques, scientifiques, à comité de lecture. Donc voilà comment on s'y prend concrètement avec les écoles. C'est très intéressant parce que quand on travaille comme ça, on fait en sorte que les uns puissent rencontrer les autres. La première fois qu'on a parlé de pédagogie à des neuroscientifiques, oui, ils savaient vaguement ce que c'était, mais quand on leur a parlé de pédagogie différentielle, ils étaient au bord du malaise. Et en même temps, on a fait la même chose chez les enseignants, c'est-à-dire qu'on les a emmenés au labo, puis voilà, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la manière dont on travaillait, ils ne comprenaient pas non plus finalement le sens d'une recherche qui est tellement rigoureuse, en disant mais faut vous lâcher un petit peu, disait aux scientifiques. Et c'est important de travailler sur ces deux pôles-là parce que inviter les scientifiques à aller dans l'école, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça leur fait comprendre que finalement le groupe d'élèves est un microcosme et la plupart du temps rien ne se passe comme on l'imaginait dans une préparation de cours. Ou dans une préparation de cours, le laisser prévoir, c'est-à-dire dans la manière dont la classe va se dérouler. Il y a énormément de choses inattendues et c'est ce qui fait aussi le cœur du métier et l'adaptation de ce corps professoral. Et ce qui est important pour les enseignants à leur tour, c'est évidemment d'entrer dans la logique du protocole qui n'autorise ni affirmation subjective ni données qui ne soient pas contrôlées. Alors exemple, souvent dans les établissements, quand on commence le travail et qu'on leur demande finalement leur constat, ils disent « Oh là là, les élèves aujourd'hui ne savent plus mémoriser ». Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire que les élèves ne savent plus mémoriser ? Alors voilà, ça, ce sont des affirmations subjectives, mais qui n'ont pas de fondement scientifique. Quand on comprend réellement comment fonctionne la mémoire, et on le disait aussi, aujourd'hui les enfants ne sont pas ceux d'hier, et la mémoire n'est pas non plus celle d'hier, et elle ne sera pas non plus celle de demain. Bien évidemment, on ne peut pas enseigner comme on enseignait avant, puisque les élèves n'ont pas du tout le même système cognitif que nous l'avions, ou qu'il l'était d'ailleurs même il y a une dizaine d'années. Donc cet échange est très intéressant. Alors, je ne sais pas quel est plus facile, le chemin le plus facile. Souvent, les gens disent, mais c'est quand même plus facile d'être prof que d'être scientifique. Puis les scientifiques, c'est quand même beaucoup plus facile d'être scientifique que d'être prof. Donc je ne sais pas s'il y a un chemin facile ou difficile. Il y a deux corps de métier qui sont extrêmement différents, mais qui travaillent très très bien ensemble, en tout cas qui peuvent très très bien travailler ensemble. Alors collaborer, je disais tout à l'heure, il y a énormément de champs disciplinaires qui entrent dans les neurosciences et qui doivent rentrer dans les neurosciences. Les neurosciences ne doivent pas s'accaparer l'école pour donner un regard extrêmement scientiste sur l'apprentissage. Ça serait un désastre, je trouve, pour l'école du futur. L'école du futur doit rester dans la complexité, dans le sens où le disait Edgar Morin. Dans la coopération, ce que j'ai envie de dire et qui doit changer à la fois pour les universités et pour les enseignants, mais surtout pour les universités, parce que ce n'est pas toujours facile pour les universitaires d'entrer à l'école, mais souvent les protocoles ressemblent à ceci. Quand l'école a un problème particulier, l'école va demander à l'université d'aider, de répondre aux questions, et du coup les chercheurs vont tenter de répondre aux questions, mais souvent, d'ailleurs les situations sont assez exclues de leur champ de connaissances. Les universitaires ne savent pas ce qui se passe dans une classe, et les personnes concernées, les enseignants, sont souvent exclus, et souvent les résultats sont complètement décontextualisés. C'est ce qu'on appelle un système top-down. Ça veut dire que les enseignants laissent supposer que les universitaires auraient un savoir qui pourrait les éclairer sur leur pratique. Or, ils ne sont pas du tout dans la pratique. Et voilà, nous, on a essayé, puis avec ce qu'on a pu voir aussi à l'université étrangère, en particulier en Amérique du Nord ou en Finlande, aussi dans les pays scandinaves, c'est de casser ce système top-down. L'inverse est vrai aussi, et ça, souvent, les universitaires n'aiment pas l'entendre. L'université demande aussi aux écoles de participer. Mais ça veut dire quoi, participer ? Ça veut dire qu'ils vont demander un certain nombre de têtes aux élèves, aux écoles, parce qu'à des fins de protocole, on a besoin de 1000 passations, donc on a besoin de 1000 élèves. Et du coup, on a l'impression que c'est une collaboration universitaire, mais ce n'est pas une collaboration universitaire, c'est juste un prêt d'élèves. Et de la même manière, les enseignants ou les enfants sont aussi, en général, assez exclus, et c'est aussi totalement décontextualisé. Donc au cœur de cette complexité, l'université ne peut plus fonctionner comme ça. Je vois mal comment dans l'avenir on pourra encore demander à l'université de réfléchir à l'école si elle ne travaille pas avec les enseignants. Aujourd'hui, je trouve que c'est d'une incohérence absolument extraordinaire.
Et puis l'université a aussi la responsabilité d'aider les enseignants à prendre du recul, alors en particulier pour cette culpabilité dont on parlait tout à l'heure, et puis pour comprendre aussi que voilà, c'est pas parce qu'on change les outils dans une classe qu'on va changer la classe. Il y a vraiment une réflexion de fond à réengager, elle n'a jamais cessé, mais à réengager, en particulier avec cet apport neuroscientifique, puisque comme je vous disais, voilà, on entend des choses et on comprend des choses qui bouleversent totalement notre rapport à l'élève quand je parle de compréhension du cerveau dans notre rapport à l'élève. Ce qui suppose aussi de définir, mais je ne vais pas inciter parce que ça a déjà été dit, je ne vais pas reprendre ce que les autres ont déjà dit, mais en tout cas ce changement de regard, ou en tout cas la redéfinition d'attitude nouvelle vis-à-vis de l'enseignant, vis-à-vis de l'élève, et de l'élève aussi par rapport à sa situation d'apprentissage. Et il a été rappelé ce matin que l'élève, dans une classe où les élèves sont rangés en autobus, un peu comme ici dans un amphi, a beaucoup moins de chances de s'investir dans ses apprentissages que s'il est sans doute en îlot parfois, ou dans un autre type de structure. Mais ce que je crois aussi, c'est que l'enfant, même tout petit, peut comprendre comment il fonctionne, peut comprendre comment fonctionne son cerveau, ou comment il dysfonctionne justement, et que je comprends, enfin, dans cette école du futur, j'imagine mal comment on peut ignorer le fonctionnement du cerveau. Alors évidemment pas quand on est enseignant, mais pas quand on est un enfant non plus. C'est-à-dire l'enfant peut aussi avoir la responsabilité de la connaissance de la structure de ce qu'il est. Ça fait partie de la connaissance de soi. Il y a évidemment on parlait ce matin d'aider l'autre, de comprendre l'autre, mais de se comprendre soi aussi, on en parlait. Mais la compréhension de soi passe aussi par la connaissance du fonctionnement de son propre cerveau. Et les petits bouts de chou adorent ça. Co-construire, ce qui reviendrait ensemble avec les enseignants, à travailler ensemble sur les représentations ou les savoirs souterrains. Quand j'entendais ce monsieur à la tête au carré dire que le QI n'évoluait pas et que, alors j'exagère à peine en disant finalement il ne suffisait pas d'être grandement intelligent pour faire du sport, que ce n'est pas l'intelligence nécessaire. Enfin, pour lui, ce n'était pas ça l'intelligence. Pour lui, l'intelligence, visiblement, c'était ce sacro-saint logico-mathématique et logico-verbal. Il allait juste à dire, il n'a pas dit il n'allait pas, il a dit, voilà, alors finalement quelqu'un qui est bon en mathématiques est aussi bon en français, en histoire géo, en langue, finalement un intelligent c'est un intelligent partout. Et ça, ce sont des fausses représentations du cerveau, ce sont des croyances qui sont fausses, et c'est difficile d'entamer un regard nouveau sur l'enfant expansel sur le cerveau si on ne peut pas remettre en cause un certain nombre de certitudes. Donc les croyances ou les représentations, puis les savoirs souterrains. Monsieur Bisson s'adressait aux jeunes gens qui sont peut-être moins, je vais dire, pollués par les neuromythes, mais ça ne saurait tarder. Dans quelques années, ça sera aussi comme ça, comme tout le monde finalement, quand on n'est pas au fait de la recherche. Mais la formation qu'on a eue il y a un certain nombre d'années, enfin, si la formation a plus de 10 ans, les jeunes gens ne savent pas non plus ce que l'on sait sur le cerveau aujourd'hui. Donc travailler avec eux sur la transposition didactique et pédagogique, imaginer des protocoles expérimentaux avec les enseignants, évaluer l'ensemble dans la rigueur scientifique. Quand on dit que quelque chose marche, c'est intéressant, mais c'est toujours important de savoir au nom de quoi les choses marchent ou ne marchent pas, pour avoir des critères qui soient plus scientifiques, et publier avec l'université et faire connaître en France et ailleurs les résultats des recherches. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez faire en France. Partager nos compétences et partager nos connaissances. Comme je disais tout à l'heure, il y a énormément d'établissements qui font des tas de choses et ailleurs on ne le sait pas. C'est bien dommage. Voilà quelques exemples de questions de recherche qu'on travaille avec les établissements. Par exemple, à la demande des établissements, comment combattre le stress scolaire, comment travailler l'inhibition cognitive avec des élèves qui ont des besoins particuliers, le lien entre les émotions et les apprentissages, comment expliquer aux élèves ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait que rien ne soit jamais joué et que le cerveau, bien évidemment, et l'intelligence évolueront tout au long de la vie. Voilà un exemple aussi qu'on a pu créer avec une école, un collège, qui eux-mêmes ont publié un ouvrage qui s'appelle « Neurosciences au cœur de la classe ». Ça a été une très belle expérience. Et pourquoi, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres publications d'établissements scolaires qui, par ce moyen-là, pourraient expliquer aux autres. Alors aujourd'hui, il y a d'autres moyens, il y a le moyen du numérique, mais une espèce de plateforme
où chacun pourrait exprimer ce qu'il fait et comment il le fait, justement dans une forme de rigueur scientifique, pas juste dire on a fait plein de trucs, c'est intéressant, faites pareil, mais de dire voilà, on s'est basé sur tel type de concept, sur telle théorie, on a essayé telle chose et on a eu tel résultat, qui ne sont pas placables comme ça d'établissement en établissement, mais qui donnent beaucoup d'informations sur la démarche. Vous êtes prisonnière, vous ne pouvez pas sortir. Voilà, donc partenariat, je vais en finir, partenariat université-école, donc l'importance que finalement le domaine neuroscientifique, puisqu'on s'intéresse au cerveau, et l'école puisse construire une culture commune. Alors de l'autre côté de l'océan, ils sont en train de mettre en place une discipline qu'on appelle les neurosciences de l'éducation, comme vous avez les sciences de l'éducation, les neurosciences de l'éducation, avec une diplomation commune. C'est-à-dire que les neuroscientifiques et les profs vont pouvoir présenter le même doctorat. Et je trouve que c'est une avancée assez extraordinaire. Voilà, une conclusion, peut-être aussi de dire que, et c'est Hervé Schneewesch, directeur du comité éthique national, qui a pointé ce fait-là, en disant mais finalement qui va décider dans l'avenir de ce qui est important ou pas dans les neurosciences et comment on va décider que voilà, ça vous pouvez en parler, ça vous pouvez pas en parler. Il y a des conflits autour de ce que dit Dehaene ou d'autres, hein. Mais peut-être créer une instance un peu de sages, mais pourquoi ne pas créer aussi au comité éthique une commission particulière sur justement les neurosciences de l'apprentissage pour que voilà, chacun comprenne que finalement personne ne détient la vérité et que, au contraire, l'important c'est d'avancer ensemble et de collaborer ensemble. Voilà, dire aussi que voilà, c'est une opportunité si effectivement les universitaires et les enseignants, M. Bisson en parlait tout à l'heure aussi, s'emparant de la liberté pédagogique qui transparaît dans la réforme en ce moment, se tenaient évidemment prêts à collaborer pour participer au projet commun d'éducation et d'apprentissage autour des neurosciences. Et si les neurosciences sont une aventure vraiment prometteuse, évidemment, je crois qu'elles représentent aussi des espoirs pour l'école du XXIe siècle. Et puisque le ministère de l'Éducation, justement, propose une autonomie plus importante des établissements, eh bien, allons-y, vivons là aussi dans cette coopération université-école autour des neurosciences éducatives, un champ disciplinaire qui finalement est, lui, commun à toutes les écoles du monde. Voilà, finalement, faire travailler les neurosciences avec l'éducation, c'est une question de solidarité intellectuelle face à l'avenir.